Cool. Yeah, I can't stand still, and they wanted me to stay here for like 30 minutes. So not going to work. I think I can speak French, right? Bonjour. Let me switch to the green one, right? Should I press the green one? Well, you got to go back now. Okay, so there's a delay. Can you go back? Does anyone go back? So I keep pressing the red. Thank you. Okay, French now, right? For the ladies in the back. You guys good? Yeah. Bon, ce matin, j'ai eu une conversation avec les dames qui font la traduction. J'étais un peu nerveuse. Donc, il y avait une liste de c'est quoi un maître d'ouvrage, c'est quoi un maître d'œuvre. J'ai aussi constaté que j'avais pas perdu de poids dans la dernière année. Donc, Pietro, on essaie de faire mieux l'année prochaine. I gotta lose weight because don't look really good. Très content d'être ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu pour des raisons professionnelles à Montréal. Je ne viens pas assez régulièrement de toute façon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a sûrement un bon paquet, ça fait longtemps que je suis parti, je travaille ça fait 12 ans maintenant. Je travaille avec une firme qui s'appelle Renzo Piano Building Workshop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Ben moi. OK, c'est bon. 2 personnes sur... Non, ça va bien aller. J'ai aussi une boîte à moi qui s'appelle DataShape. Est-ce qu'il y a des gens qui font Dynamo dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le package DataShape? Ben, c'est nous. Voilà. Et accessoirement, j'ai aussi démarré il y a 3 ans, je crois. On a démarré un Revit User Group à Paris qui mine de rien, a 150 personnes à tous nos rencontres, ce qui n'est pas trop mal. Et on a démarré il n'y a pas très longtemps un Dynamo User Group. Donc, si vous avez besoin de me rejoindre, les informations sont là. Je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton. Ce qui est assez cool, en fait, ce matin, c'est que c'est un retour à la maison pour moi. Il y a plusieurs années, à une époque où j'avais des cheveux et pas de barbe, alors la preuve que le bim, hein, des fois, je travaillais pour une boîte qui s'appelle Le Mimichaud. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Est-ce qu'il y en a qui les aiment? Ouais, vous étiez mieux, sinon je partais. J'étais principalement au bureau de Québec avec M. Lemay et je suis parti vers des contrées lointaines. J'ai fait quelques stops en chemin, donc différents pays, pour me retrouver à Paris, par un pur hasard en plus. C'est assez rigolo, j'étais à Paris pour faire une présentation pour Autodesk. Et on est passé dans quelques bureaux avec eux, entre autres un bureau qui s'appelle Renzo Piano. Et j'ai pas pu résister, vous trouvez pas qu'ils se ressemblent un peu? Bon, la barbe à Alain est un peu plus longue, mais il est un peu plus jeune. Et donc, mon nouveau patron, nouveau, ça fait une 12aine d'années, Renzo, c'est un architecte italien qui aujourd'hui, d'ailleurs, je vous en parlais parce que je suis super content, qui est à Vancouver. Parce qu'on a finalement des projets au Canada. J'ai mis 12 ans quand même, 12 ans. C'est 11 partenaires. On a deux bureaux principaux, donc un à Paris, on a une centaine de personnes, un à Gênes, qui est absolument, c'est la photo qui est à gauche. Le bureau de Gênes, il est absolument magnifique, parce que les gens le midi vont se baigner dans la Méditerranée. Après, ils retournent au travail. Ça a des avantages, tout le monde est propre. C'est aussi une boîte. Alors Renzo a gagné le prix Pritzker. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu le prix Nobel de l'architecture en 99. Donc, il a fait ça sans moi, ce qui n'est pas peu dire. Et c'est aussi une boîte qui a gagné à peu près tout ce qui est possible de gagner. On a même gagné cette année l'Écart d'argent, qui est un prix d'architecture en France pour la 2e fois. Et c'est aussi un patron très rigolo. On a quelques projets qui sont assez emblématiques. Si vous êtes allé à Paris, j'ose espérer que vous êtes passé au Centre Pompidou. Alors, les Parisiens, ils aiment ou ils détestent, mais ça laisse personne indifférent. Donc, c'est la grosse boîte où toute la mécanique à l'extérieur est bien colorée. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont livré ce projet-là l'année où je suis né. Ce qui est un peu ironique. New York, le New York Times, qui a la particularité d'être le premier skyscraper à New York après le 11 septembre. Donc, grosse polémique parce que ce n'était pas un architecte américain. Le Palais de justice de Paris, qu'on vient tout juste de livrer. En fait, il y a les premières audiences la semaine prochaine. Et mon nom n'est pas dans la liste.
qui est plutôt aussi une bonne nouvelle. Le Shard, si vous êtes allé à Londres c'est simple, il y a une tour. Il y en a juste une. Vous la voyez de partout. En fait, on la voit presque de Paris. C'est le Shard, qui est encore aujourd'hui l'édifice le plus haut d'Europe. Le Whitney à New York. Les gens qui sont allés à New York récemment, c'est parce que vous n'aimez pas New York? Ou... Bon, merci, c'est merveilleux, il faut aller à New York. T'es allé au Whitney? Ah, voilà. Ben, le Whitney qui a été voté meilleur musée aux États-Unis il y a quelques semaines. Alors ça, je suis assez convaincu que personne ne connaît. Ce qui est malheureux, parce qu'à mon humble avis, c'est probablement un des plus beaux projets de l'agence. C'est une fondation à Athènes qui sert d'opéra national et de librairie nationale. C'est absolument magnifique et c'est public. Donc, si vous allez à Athènes, je sais que c'est un peu plus loin que moi. Mais si vous allez à Athènes, vous passez, c'est public, il n'y a aucun souci. Et l'Université Columbia, donc si vous êtes allé à New York, c'est un projet qui a démarré il y a plusieurs années où l'agence faisait le master planning. En fait, on a fait un pâté de maison complet maintenant. Mesdames, derrière, ça va pas trop vite? C'est bon. Ils étaient un peu nerveux ce matin. Petite question. La première personne, sauf Pietro. Pietro, tu n'as pas le droit de répondre, évidemment. La première personne qui lève la main, qui est capable de me dire quel projet sur cette slide-là a été fait en BIM, je lui donne la lithographie de Columbia. Madame. C'est tout? Ah non, non. Tous ceux qui ont été faits en BIM. Bon, premièrement, il faut lever la main. Déjà, un peu d'ordre et de discipline. Pietro, j'ai dit que tu n'avais pas le droit. Mademoiselle? Faux. Mais c'est gentil, mais le Centre Pompidou, c'est super gentil en fait, parce que comme j'ai dit ils l'ont fait l'année où je suis né, je trouve ça très cool. Je dis merci. Monsieur? Bel effort. Ça valait la peine d'essayer. Non, mais je vais repartir avec mon livre. Hein? Monsieur? Non. Il y en a 3. Madame? Ah non, je viens de dire qu'il y en avait 3. Mais c'est parce que vous n'écoutez pas ou on pose la question en anglais, là? Bingo, on a gagnant. Félicitations. Vous passerez collecter votre prix. Le Whitney, qui vient juste d'être ouvert, n'a effectivement pas été fait en BIM du tout. Le New York Times, son microstation. Putain, l'énorme galère. Le Shard, du Rhino, du AutoCAD. Et le Centre Pompidou, du crayon, du papier, de la sueur. L'historique de l'agence est relativement simple, mais plutôt drôle en fait. Le premier projet qu'ils ont été obligés de faire en BIM, est obligé parce que c'était une demande du client, c'est l'Université Columbia. Et ça a démarré en 2006. J'ai mis les pieds carrés, juste pour ceux qui ne font pas les mètres. Et donc 90 000 mètres carrés pour un premier projet bien costaud. Une particularité de l'agence, c'est qu'aussi, tous les projets qu'on fait, 90% sont toujours faits en partenariat avec des architectes locaux. Ce qui veut dire qu'on a une équipe de design qui est à Paris et dans ce cas-ci à New York, donc chez Piano, mais on a aussi un architecte local. D'ailleurs, il y a des membres de cette équipe sur un autre projet dans la salle. Donc, si vous remontez à 2006, il n'y avait pas de collaboration pour Revit, on n'avait pas de Revit serveur. On avait d'autres solutions et un peu plus d'emmerde. Le deuxième projet que l'agence a fait, c'est la fondation. Tout simplement parce que l'équipe de la fondation voyait ce qui se passait avec New York. Et Giorgio a dit, ben, moi, j'aurais bien envie qu'on fasse comme ça et qu'on laisse tomber AutoCAD, quoi. Donc, ça a été le deuxième projet de l'agence. Et le troisième, ça a été le palais de justice, parce qu'on n'avait pas le choix. Tout pareil, le client qui était Bouygues, si vous ne connaissez pas Bouygues, c'est une espèce de pomerleau français. Ça, c'est gentil de dire ça ou c'est pas gentil? Je ne suis pas sûr culturellement, là. Je vais vous laisser juger. Et ça, c'est le statut des projets à l'agence aujourd'hui. On a 35 projets, on en a à peu près un dans tous les fuseaux horaires. Ce qui veut dire que quand je me couche le soir, si je ne ferme pas mon téléphone, je ne dors pas. Et on a, à l'exception de 2 projets, tout est en BIM. Il n'y a que 2 projets qui sont en AutoCAD. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils souffrent?
il me reste, bon, je pense que c'est bon dans le timing. On va parler d'innovation et de changement, parce que c'est un peu le thème de la journée. J'ai essayé de faire les choses un peu différemment de ce que vous allez voir du reste de la journée. J'ai mis les définitions juste pour qu'on soit bien clair que, en fait, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas innover si on ne fait pas de changement. Je pense que ce n'est pas possible de toute façon. Et donc, voici comment ça se passe un projet chez nous. Première ébauche, ben c'est ça. Donc, il y a un client qui appelle, qui vient voir Renzo et qui dit, ben moi j'ai un projet. Alors, dans ce cas-ci, c'est le projet de Monaco, qui est une extension sur la mer, parce qu'on sait tous que Monaco, c'est très, très grand. Et donc, on est venu voir Renzo pour lui demander de faire la partie portuaire. Bon, Renzo est un fan de voile, adore les bateaux. De là, la partie d'inspiration. Et il s'assoit, il prend son crayon et il commence à sketcher. Parce qu'il fait que ça. Que ça. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les partenaires, donc qui sont les associés qui sont là depuis 20, 25, 30, 40 ans même, qui, eux, déchiffrent tout ce que Renzo a bien voulu sketcher pour en faire quelque chose d'un peu plus exploitable. Donc, on est parti d'un bout de bateau à un truc un peu plus... le blueprint, c'est un peu la signature de l'agence. On en fait, je ne vais pas dire constamment, mais il y en a sur tous les projets. Et à partir de là, on commence à monter l'équipe. Parce que jusqu'à cette époque-là, à ce moment-là, on n'a toujours pas d'équipe. On a Renzo qui sketch, on a un partenaire qui essaie de mettre ça en place. Et quand on commence à avoir une structure, on commence à construire une équipe autour. Et on commence à faire des modèles en mousse. Tout con, on s'assoit et on fait des volumes et ça discute avec Renzo. Ensuite, on va dessiner. Pardon, on va dessiner. parce que ça ne peut jamais être parfait. Je l'aime beaucoup, Paolo, il est adorable. Mais celle-là, je n'ai pas pu résister. J'ai demandé s'il était à l'échelle, puis j'ai roulé sa souris. C'était pas super gentil. Et si jamais il entend ça, je vais me faire tuer. La question, en fait, c'est comment on prend des gens qui font ça, qui ont à peu près tout réussi dans la vie, et on essaie de les faire changer. En fait, parce que, pour être bien honnête, si l'industrie veut changer et que Renzo ne veut pas changer, Renzo ne va pas changer. Et il a ce statut qui fait que, en fait, il ne va pas changer et on s'en fout parce que les gens vont continuer à appeler et on va continuer à faire des projets. Donc, la première chose qui me semble toujours le plus important, c'est de démontrer par l'exemple. C'est-à-dire qu'on faisait des choses, tu leur expliques que tu vas le faire différemment, tu vas arriver à tout le monde veut bien t'écouter, mais c'est toujours très important de passer par l'exemple. Donc, d'avoir des trucs concrets à montrer à ces gens-là. On va en parler un petit peu plus tard. Et un deuxième facteur qui est très important, c'est l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas forcément s'asseoir autour d'une table avec un ordinateur et faire de la formation. La première niveau de gens que vous allez devoir éduquer, c'est vos collaborateurs proches. Petite anecdote, on a fait une tour en Corée, un projet qui malheureusement s'est arrêté, qui faisait 600 mètres. Donc, tour conique. Alors, vous comprendrez que des niveaux typiques, ça n'existe pas. Et il y avait Caroline qui était en charge des surfaces et qui, à machine à café, tombe sur l'équipe du Shard, qui est aussi pas du tout symétrique, et qui demande, mais vous mettiez combien de temps pour calculer les surfaces sur le Shard quand il y avait des changements? Alors, le chef de projet, William, qui répond, pour à peu près 3 jours quand tout va bien. Et Caroline, avec le grand sourire, de faire, moi, je mets 3 heures. Et mon petit William, de suivre Caroline jusqu'à son bureau pour voir comment il fait. Et ça, c'est de l'éducation qui n'est pas formelle, on n'est pas assis devant un ordinateur, mais c'est une éducation et c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, il y aura les chefs de projet. C'est souvent des gens qu'on oublie dans tout ce processus-là. C'est malheureux parce que c'est des gens qui... Je pourrais nommer des noms d'ailleurs, Kirk. C'est souvent des gens qui sont en charge de plein de choses. Donc, entre autres, par exemple, de distribuer le travail aux architectes ou aux ingénieurs. Et s'ils ne savent pas c'est quoi, ils sont dans l'incapacité de faire ça. Et du coup, ça devient un bordel monstrueux. Donc, c'est important d'éduquer les chefs de projet, pas forcément à utiliser des outils, mais à bien comprendre comment ça se passe et comment on organise les choses. Ensuite, vous avez fait le ménage chez vous, tout va bien dans votre équipe, et arrivent les consultants. Alors, on est dans une époque, et je vous rassure, peu importe le pays où vous construisez,
vous allez travailler avec des gens qui ne savent pas c'est quoi le BIM, qui n'en ont jamais fait et qui trouvent qu'AutoCAD, c'est fantastique et merveilleux. C'est pour ça que j'avais des cheveux avant. Par contre, c'est important d'éduquer ces gens-là, ne serait-ce que pour votre propre bonheur. Je vous dirais par expérience, après, c'est vrai que chez Piano, on a un statut qui est un peu particulier, mais par expérience, j'ai jamais eu un consultant qui m'a dit « Non, mais non, en fait, non, on ne va pas le faire. » Tout le monde a toujours dit « Parfait, c'est bon, on s'y met, on va essayer, on lance le truc et on essaie. » Et si on fait du BIM, c'est très important d'avoir de la collaboration, et donc ces consultants-là deviennent très importants. Et au final, les clients. Non, parce que les clients, ils sont de plus en plus merveilleux. Alors, ils ont vu une présentation. Il y a des gens d'Autodesk, là? Ouais. Les gens... Hey, Caesar. Good to see you. Les clients, ils sont allés chez Autodesk, ils ont vu une présentation, on leur a expliqué que Revit, c'était fantastique et merveilleux. Et là on est il faut acheter du BIM 360, c'est tout ce que tu sais. Et du coup, ils débarquent chez vous, et là, ils ont des plans d'exécution BIM qui sont longs comme ça. Ils vous demandent de faire 3 millions de choses qui, en fait, vous apportent absolument rien. La plupart du temps, ils n'ont pas d'argent non plus pour faire tous ces trucs-là. Et c'est là où la partie éducation est très importante. Donc, il va falloir aussi éduquer ces gens-là. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, I'm on 14 something. Is that what you're looking at? OK. Ah. Yeah. Pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt quand je parlais d'exemples, avoir des exemples concrets, je compare deux projets. Donc, deux projets qui sont faits chez Piano, deux universités en France, donc exactement le même genre de documentation, exactement la même procédure. Un qui est fait en AutoCAD, c'était avant que j'arrive, et un qui est fait en Revit. Les surfaces ne sont pas les mêmes. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus gros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ramené au mètre carré. Donc, tous les chiffres que vous allez voir, c'est sur la base d'un mètre carré. Comme ça, on sait qu'on compare des pommes avec des pommes. Le Pro, c'est une phase. C'est une phase en France. Il y a 152 feuilles pour l'Université d'Amiens. Et il y en a 500 pour l'ENS. Vous me direz, c'est normal. Là où c'est impressionnant, ça me fait 0,004 feuilles du mètre carré. Ça m'en fait le double pour un projet fait en BIM. Forcément, j'ai plus d'informations. Ça ne peut pas manquer. Qu'elle soit bonne ou pas, c'est une autre discussion. Mais j'ai obligatoirement beaucoup plus d'informations. Pour relativiser tout ça un peu, à la période la plus occupée de chaque projet, il y avait sur Amiens 20 personnes, il y avait sur l'ENS 15 personnes. Donc, je peux même extrapoler en disant que pour ces chiffres-là, c'est fait avec 20% moins d'effectifs. Ce qui est, mine de rien, pas à négliger, spécialement si vous êtes aux commandes du budget. Deuxième constat, 1549 fichiers AutoCAD. 39 fichiers Revit. J'essayais de mettre la taille des textes. Marche pas. Là, c'est la débandade. Gérer 39 fichiers, c'est beaucoup plus simple. C'est forcément beaucoup plus simple, ça me prend beaucoup moins de temps, donc ça me coûte moins cher, c'est clair. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est qu'au final, la taille de fichier, donc ce que je récupère en gigas de données, c'est à peu près la même chose. Et cet exercice-là, je l'ai fait sur quantité de projets, qui sont donc des projets qu'on a fait en AutoCAD à l'époque, donc des tours, parce qu'on fait pas mal de tours, des musées. Et j'arrive à peu près à ces chiffres-là constamment. Donc, dans notre cas, ça veut dire qu'avec à peu près 20% moins d'effectifs, on arrive à produire 2 fois plus d'informations. Il y a forcément une valeur ajoutée à ça. Je n'ai toujours pas trouvé de moyen de mettre un chiffre, de dire ça vaut 15 € du mètre carré. J'ai aucune idée. Mais ça veut dire que forcément, le travail qu'on fait est beaucoup mieux. Je vous montre 2 exemples. Alors, ça, c'est un petit amphithéâtre dans l'université
Damien, donc projet AutoCAD. Et ça, c'est Revit. Ça, c'est AutoCAD. Ça, c'est Revit. Ça, c'est AutoCAD. Ça, c'est Revit. Il faut que je recommence encore une fois ou tout le monde a compris? Ça me rassure. Il y a effectivement une qualité, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu, que j'ai entendu en tout cas souvent. Ah, mes dessins sont pas beaux. Ah, j'ai pas joli. Ben, c'est juste que vous ne savez pas vous servir d'outils. La preuve. Il y a ensuite un aspect de communication avec les entreprises qui, chez nous, est critique. Parce que tout ce qu'on fait, on le design. C'est-à-dire qu'on n'a pas une médiathèque très extensive où les gens viennent et disent « ben voilà, je vais sortir le catalogue parce que je prends ces éléments-là ». Ce qui est très, très cool, c'est qu'on est payé pour designer ces choses-là. Ce qui est moins cool, c'est qu'après, il faut expliquer à l'entreprise ce qu'on a envie de faire. Et là, on se retrouve avec des maquettes numériques qui sont beaucoup plus parlantes que ce que j'avais précédemment. Les discussions avec les utilisateurs. Alors, les gens qui vont utiliser le bâtiment, on s'apprête à faire un... J'en reparlerai tout à l'heure. Ça, c'est une école. Et la plupart des gens, quand on leur tourne des feuilles, donc on leur met des grands zéros sur la table, on leur explique, ben, vos bureaux, ils sont là. Il n'y a personne, il ne faut même pas se mentir, qui arrive à comprendre la verticalité des choses. À comprendre que finalement, mon bureau est au-dessus du lab qui est en dessous. Et donc, du coup, on arrive à faire ce genre de document-là de façon hyper rapide. Ce qui fait qu'avoir la communication avec les gens, j'ai des exemples comme ça, j'en ai en quantité industrielle. Ça, c'est des trucs tout con. Bon, on est des consommateurs de Revit, on ne va pas s'en cacher, ce qui n'est pas une surprise pour personne. Mais tout ça, ceux qui utilisent Revit, vous le savez, ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes, on le met sur une feuille, c'est terminé, tout le monde comprend. Il y a aussi, avec le BIM, une partie énorme d'automatisation qui est possible. On va y revenir un peu plus tard, mais on pouvait aussi automatiser plein de choses sur AutoCAD, mais la nature de l'information, qui n'était pas cette grosse base de données-là et qui n'était pas constante, faisait que c'était toujours un peu compliqué. Et là, on se retrouve avec des possibilités d'automatisation qui sont fantastiques. Bon, maintenant que tout le monde fait à peu près ça, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait? J'assume, peut-être que je me trompe, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait couramment dans ces projets réalité virtuelle, réalité augmentée? Personne? Vous avez le droit. Ou c'est parce que vous êtes gêné? Ben, il y a des trucs comme la réalité virtuelle, il ne faut pas s'en passer, ça coûte absolument rien. Aujourd'hui, vous achetez un Oculus pour 500 €, achetez-le au Canada, c'est moins cher encore. Et il y a des technos comme Enscape qui font que j'appuie sur un bouton, hop, c'est réglé, je me balade dans mon projet. La réalité augmentée, c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a un process derrière. Ça fait assez longtemps qu'on a intégré ces outils-là. Ce qui me dérangeait depuis un bout, c'était l'aspect collaboratif. C'est-à-dire que c'est bien de me balader, mais je suis un peu tout seul dans mon truc. Et donc, on a exploré, on a travaillé avec des gens, et on arrive à des solutions. Donc on utilise des trucs comme les gens de chez Iris VR, Prospect, qui en fait permet d'être plusieurs dans une maquette numérique, en réalité virtuelle, et pas forcément tous assis dans la même salle. Ce qui pour nous est fantastique parce qu'on fait un projet à Hanoï. C'est joli le Vietnam, mais partir de Paris pour aller au Vietnam, c'est long. Donc aujourd'hui, tout le monde fait des réunions, GoToMeeting, tout le monde fait ça. On a commencé à faire ce genre de réunions-là. Donc on se balade dans le bâtiment et on a des discussions sur une vraie maquette, à défaut de le faire sur des plans ou des PDF. Pareil pour la réalité augmentée. On bosse beaucoup avec les gens de Synchro parce qu'ils ont finalement trouvé une solution pour avoir plusieurs personnes. Alors là, il y a Antoine Chaya, un de nos partenaires, qui est en train de discuter avec quelqu'un de l'autre côté de la table. Je trouve qu'il a l'air un peu con parce qu'il pointe du doigt à rien. En fait, non, il pointe du doigt à une maquette en réalité augmentée qui est dans le milieu de la table, à Serge qui est de l'autre côté de la table et il discute d'un truc qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en 10 minutes, on est capable de prendre ça et on n'a pas besoin d'aller voir les maquettistes qui, eux, vont prendre quelques jours à nous faire quelque chose pour discuter. Donc ça, c'est des outils qui devraient être intégrés dans votre pratique aujourd'hui ou qui le seront, j'espère, rapidement. Mais la prochaine étape de la réalité virtuelle augmentée, c'est tout ce mode collaboratif-là. Ensuite, il y a le truc à la mode. Ça, c'est le truc à la mode. Computational design. Je n'ai pas trouvé de traduction française, donc je me suis fié à Google. Conception computationnelle. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ça ne me parle pas beaucoup non plus. En fait, c'est une série d'outils. C'est assez drôle parce que ça fait longtemps que ça existe. Et les gens qui font du Grasshopper, quelques-uns, ça fait très longtemps que le Computational Design existe sur Rhino Grasshopper,
Et là, on commence à en entendre parler parce que nos amis d'Autodesk ont financé le travail de Yann qui a créé un truc qui s'appelle Dynamo. Et contrairement à Grasshopper, la source d'information qui est Revit, qui est d'une énorme base de données, on se rend compte que les gens s'en servent pour automatiser un paquet de choses. Paquet de choses que Revit ne fait pas. Contrairement à Grasshopper, qui était, jusqu'à pas très longtemps, principalement axé sur de la géométrie. Pour information, faire des géométries comme celle d'en haut, qui est justement le projet d'Hanoï dans Dynamo, ben moi, j'y suis pas arrivé. On n'est pas encore rendu là. Par contre, on en a besoin. C'est-à-dire que je ne vais pas expliquer à Renzo, bon, ben, Dynamo, ça ne fait pas ça, donc tu peux changer le concept, s'il vous plaît? Je pourrais me chercher un nouveau travail. Et donc, on continue à garder les outils qui sont adaptés. Par contre, ça change les choses. Il faut forcément changer sa façon de travailler, il faut réfléchir un peu, et il faut aussi être un peu plus méthodique. Ce qui est pour les ingénieurs quelque chose qui est d'habitude assez inné, ce qui est pour les architectes une vraie catastrophe. Tranquillement, on est en train de faire ce changement-là vers ce mode de pensée. Vous en avez peut-être entendu parler. Generative Design. Ça commence à faire un peu de bruit. Les gens de chez Bentley en font depuis des années. Un bon ami à moi qui a quitté Autodesk il n'y a pas très longtemps, Anthony Hawk, et qui démarre sa boîte qui s'appelle Blackheart, il est extrêmement intelligent. J'allais dire une vacherie Autodesk, mais je ne vais pas le faire. Qui, la semaine dernière, a lancé une espèce de définition que j'ai essayé de traduire en français, qui pour moi, en tout cas, était pour une fois une première définition intelligente de ce qu'était Generative Design. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un outil dans lequel on met tous les objectifs, toutes les contraintes, et on demande à cet outil-là de nous trouver une solution. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Projet Fractal? Projet Fractal, c'est un projet d'Autodesk qui permet de prendre tous les paramètres, donc tous les contraintes, et les faire tourner et de sortir tous les scénarios possibles et impossibles. Et jumelé à votre cerveau, on est capable de filtrer les objectifs et d'arriver à faire, en tout cas moi je crois, c'est pour ça que je posais la question, je suis assez content, j'ai eu la discussion avec Anthony qui est aussi d'accord avec moi. On est assez convaincu qu'en fait, c'est la première ébauche de Generative Design que tout le monde qui est ici dans la salle peut utiliser. Tout le monde peut faire un script, le mettre sur Fractal et se servir de sa tête. La prochaine génération de Generative Design, ce sera avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre les mêmes infos et ou d'autres informations. Et là, je vais demander à l'ordinateur de comprendre des choses et de me sortir la solution ultime. Et je ne vous cacherai pas que ça, c'est quelque chose qui fait très peur aux architectes. Alors déjà, quand ils ont vu Revit la première fois, ils ont dit « Mais je sers à quoi, moi? » Eh bien là, avec un truc comme ça, la discussion est repartie. Ça ne va rien changer, c'est juste qu'encore une fois, le métier va changer un peu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Flux? Moi, quand j'ai eu mon mail, je pensais que j'allais pleurer. En fait, je pensais que c'était un poisson d'avril. J'ai appelé un mec qui s'appelle Thomas qui bossait là-bas. Je dis « C'est sérieux? » Ben oui, on ferme à la fin du mois, quoi. Tabarnak. Ça, c'était une plateforme merveilleuse. Malheureusement, c'est mort. J'ai la chance, on m'a donné Caesar, wait, I got authorization to show that. Autodesk bosse sur un truc qui s'appelle Autodesk Quantum. Vous en avez entendu parler? Ceux qui sont allés à EU l'année dernière, on en a parlé, il y a eu une bonne présentation, mais c'est un peu secret pour l'instant. Le concept derrière ça, et je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui, et moi ce qui m'énerve, c'est tous ces transferts de fichiers. C'est-à-dire transférer des fichiers, ça prend un temps fou, ça prend de la bande passante, et c'est pas forcément toujours très bon. Ce qui était bien chez Flux, c'est que je passais de l'information que je récupérais pour continuer à travailler. Le concept de Quantum, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des éléments qui sont connectés sans forcément toujours passer les éléments. Donc le but, c'est de trouver une espèce de langage qui permettra à tout le monde, et là je sais qu'il y a des gens de Building Smart qui vont me dire « Oui, mais les IFC, c'est ça. » On pourra en parler plus tard, parce qu'on va manquer de temps. Mais le but de cette plateforme-là, c'est cette collaboration-là. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que j'aurai
Là, j'aurais plus besoin de transférer des gigas et des gigas de données. J'aurais qu'à transférer les éléments qui sont importants, les points de contrôle, des trucs comme ça. Donc, garder un œil là-dessus, c'est assez cool. Là, je suis pile poil dans le timing. Je regarde. Alors, comme c'est l'heure de l'apéro à Paris et que je suis encore un peu sur le décalage horaire, je vais au bar et je fais une annonce parce que Kirk just joined us. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de gagner le concours du nouveau palais de justice de Toronto. Donc, demain matin, je pars avec Kirk pour Toronto. Et donc, je devrais revenir un peu plus souvent qu'à l'habitude. Voilà. Merci beaucoup.